Un Deux mois, mois. un mois, 2 mois, 2 mois. Salut tout le monde. Et salut, ça va? Ça fait pas mal de temps qu'on vous a pas vu sur ce Enfin, format ouais. qu'est la brève jeu de rôle, parce que vous nous avez normalement vu pour Le RPGers. RPGers 2019, qui était fort intense. On s'est bien amusé, on s'est bien régalé, on a rencontré plein de gens, c'est super. Vacances oblige et rentrée oblige, bonne résolution. J'espère que tu as abandonné définitivement cette coutume un peu bizarre avec tes plantes. Calendrier républicain, jour du sorgho, j'ai vérifié, c'est moche le sorgho, ça sert à rien. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils foutent des plantes. Ok. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, ton actu est plutôt champêtre. On peut se faire un récap sur l'actualité politico-socio-économique. Ok, c'est parti. Mehdi, on se réveille. Enfin bref, c'est bien de la merde encore une fois, et franchement cet été 2019 c'était peut-être pire que tous les autres. Ouais. Mais bon, on va essayer de te faire passer un bon moment quand même. Comme d'habitude, on va parler des jeux récemment sortis, Et des jeux à venir. et de tout le reste un peu en vrac. C'est parti. Et je commence pour les jeux qui sont sortis avec Lex Occultum. Alors ici vous avez la version pour les joueurs, on n'avait pas sous la main la version pour le maître de jeu. Qu'est-ce que c'est Lex Occultum? Lex Occultum c'est un jeu de rôle qui va se passer dans le XVIIIe siècle fantasmé, dans lequel des sociétés secrètes essaient de corrompre l'humanité. Donc si vous appréciez les Templiers, les francs-maçons et les reptiliens avec les Illuminati, je pense que ce jeu risque d'être pour vous. Surtout que c'est un jeu qui est également teinté d'occultisme et d'une matière assez sombre. Le jeu va se baser sur un très fort contraste entre des personnes qui ne connaissent absolument pas l'existence des sociétés secrètes et un monde dans lequel ces sociétés secrètes ont un immense pouvoir. Donc ce contraste va être également augmenté avec les sociétés nobles qui sont dans le stupre, la luxure et l'extrême pauvreté des civilisations et des personnes qui vivent dans les villes. A vous de voir comment vous positionnez vos joueurs, et aux joueurs de voir comment ils vont se positionner vis-à-vis de cela. Si vous aimez un jeu de rôle un peu sombre, avec un penchant occultiste, si vous aimez également des choses un peu liées à la religion, au sacré et au profane, je pense que ce jeu est pour vous, surtout qu'il risque d'être assez terrifiant. Maintenant au niveau du matos, qu'est-ce qui est sorti? Simplement il va y avoir le Lex Libris, c'est le livre pour le maître de jeu, dans lequel vous allez avoir le système de jeu avec la particularité, et je pense que c'est ce qui va faire le sel du jeu, des 3 magies, l'art profane, l'art sacré et l'art sombre. Également des informations supplémentaires sur les sociétés secrètes et un bestiaire, ça fait toujours plaisir. Un autre manuel, celui que j'ai sous la main, là, c'est le manuel Alter Ego qui va être absolument dédié aux joueurs. Je terminerai également sur une campagne qui semble assez prometteuse, Le Roi des Rats. C'est une campagne qui semble être décrite comme assez exigeante et j'attends de voir et de la lire pour me faire un avis là-dessus. En tout cas, j'ai de bons espoirs là-dessus. La mort n'est que le commencement. Je vais commencer par cette punchline à la traduction française approximative pour te parler du premier des 2 jeux dont je vais te parler dans cette partie. Vampire, la Mascarade V5 en édition française par Arcane Asylum Publishing. Alors Vampire, c'est quoi? Je vais pas te refaire le topo puisque j'en ai déjà parlé en avril ou en mai dernier, je ne sais plus exactement. Je vais essayer de faire afficher la petite bulle d'info en haut à droite de ton écran, histoire que tu puisses voir de quoi il en retourne. Le topo sur l'univers, en plus de ce que j'avais lu dans le kit d'introduction, c'est que c'est la merde. La Camarilla, organisation féodale et toute puissante dans le monde vampirique, a créé un gigantesque bris de mascarade, c'est-à-dire qu'elle s'est révélée aux êtres humains, en essayant d'utiliser les ressources d'organisations gouvernementales pour traquer ses ennemis. Organisations gouvernementales qui se sont donc rendues compte de l'existence des vampires et se sont mis tout simplement à les exterminer. Cela crée plusieurs bouleversements par rapport à l'édition précédente. Plus de téléphone portable, plus de tablettes, plus d'ordinateurs pour les vampires, plus de communication par internet, communication numérique qui sont en train de devenir un interdit, on appelle ça une tradition, dans la Camarilla. Donc on revient aux communications à l'ancienne, hein, des graffitis, en serrant la main, en s'envoyant des pigeons voyageurs, etc., etc. Il y a aussi une rupture entre la Camarilla, cette organisation dont j'évoquais l'existence tout à l'heure, et les anarques, qui représentent tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas une organisation féodale. Avant ils se regardaient plus ou moins en chien de faïence, mais les anarques étaient quand même inclus dans la Camarilla. Cette fois-ci, c'est out,
La guerre froide est devenue chaude et il y a quelques têtes qui commencent à sauter. Et vous, dans tout ça, vous allez vous retrouver à jouer des vampires plutôt jeunes, mais qui ont face à eux une montagne d'opportunités, puisqu'il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus d'antédiluviens, il n'y a plus le sabbat, il n'y a plus véritablement d'ennemis incroyablement puissants dans le monde vampirique qui peut s'opposer à vous. Côté matos, qu'est-ce qui est sorti? Eh bien pour l'instant il y a deux choses en version française. Il y a le livre de base. Alors là j'ai que le matos en anglais, puisque j'ai pas encore pu mettre la main sur le livre en VF au moment où je tourne cette vidéo. Et l'écran. Sachant que vont sortir par la suite, les livres Camarilla et Anarque qui détaillent ces deux factions. Au niveau règles, je vais pas m'attarder trop non plus, puisque j'en parlais encore une fois au printemps dernier, mais de ce que j'ai pu en lire jusque-là, c'est toujours sur la bonne route, d'après moi, par rapport au kit d'introduction. On a dégagé le système de génération est remplacé par la puissance de sang, un peu comme tu pouvais le trouver dans Vampire le Requiem. Et de ce que j'ai pu voir, il y a aussi les disciplines qui ont été un peu lissées, retravaillées. Alors, en gros, vite fait, qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui l'est un poil moins pour l'instant, sachant que je n'en suis qu'à peu près au tiers du livre. Déjà, l'introduction, c'est une trentaine de pages, avec des lettres, des transcriptions écrites, des communications entre personnes par tablette, portable ou par écrit également, qui vont parler de vampires, de chasseurs de vampires, de Beckett, ce fameux gangrel historien, plein de choses, plein d'informations qui partent dans tous les sens, qui sont assez chaotiques, assez désordonnées. Ça part dans tous les sens, mais ça sert son propos, puisque ça donne un excellent instantané de l'univers de Vampire la Mascarade à ce moment-là. Les vampires sont figés, tétanisés, et l'humanité continue à avancer à 150 000 km/h. Il y a le côté opportunité apporté au PJ, on n'est plus manipulé par des anciens qui vont vous envoyer faire ci et ça, et contrecarrer vos plans par d'autres plans machiavéliques parce qu'ils sont trop intelligents pour vous. L'autre chose très pratique dans le livre, c'est qu'il y a une liste de 50 victimes, c'est des personnes sur qui on va se nourrir de sang, qui évitent de les appeler simplement Bob ou Martine. Dernier point, les illustrations. Alors j'adore les paysages urbains qui sont dévoilés dans certaines photos et illustrations du livre. Et le parti pris d'utiliser des photos est assez audacieux, je dois l'avouer. Après, est-ce que les illustrations sont totalement en adéquation avec le jeu? J'attends de finir le livre pour voir ce qu'il en est exactement. Je reprends la main et je vais vous parler de quelque chose, je vous en avais déjà parlé de cette chose-là, c'est Warhammer V4. Je précise ici, on parle de la sortie traduite chez Chaos Project de jeu de rôle de Cubicle 7. Moi, je n'ai pas lu la version française, j'ai bouffé la version anglaise, je me suis régalé, et donc je vais vous parler de cette version-là. Si vous avez envie de plonger à nouveau dans un univers terrifiant dans lequel le chaos est en train de grignoter terriblement l'humanité, ce jeu est pour vous. Je commencerai par la couverture de Ralph Horsley, qui est clairement un clin d'œil avec la toute petite et ancienne version, enfin petite c'est un euphémisme, avec l'ancienne version du jeu de rôle de Warhammer, avec ce Skaven qui est en train de se battre avec des aventuriers. Visuellement, la tonalité du jeu apparaît comme terriblement moins sombre. J'ai l'impression que les personnages sont un peu plus cartoon, on a toujours ces détails qui sont un peu riches dans les illustrations de Warhammer, et je pense que ça peut être peut-être un défaut pour ceux qui aimaient bien l'ambiance totalement désespérée des anciennes versions. Mais moi qui suis passionné de l'univers de Warhammer, c'était avec joie que je suis rentré dans ce manuel. Pourquoi? Premièrement, si vous commencez à effeuilleter les premières pages, vous allez rencontrer des illustrations magnifiques dans lesquelles on suit le périple de certains aventuriers dans les différents royaumes de l'Ancien Monde, le Reikland par exemple, Kislev, mais aussi des catacombes, etc. C'est très intéressant. Et je vais également terminer sur le guide du visiteur du Reikland, c'est à la toute fin du manuel, et je pense que c'est ce qui fait aussi la valeur de ce manuel de jeu. C'est un endroit dans lequel on va pouvoir lire une quantité astronomique d'informations sur l'univers de jeu. Et il est un peu narré, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression de trouver un vieux manuel, un vieux livre dans lequel a écrit un exégète sur l'univers de Warhammer. Ça nous plonge dedans de manière assez souple, c'est assez agréable. Donc le seul défaut à mon avis pour ce jeu, c'est qu'il n'est pas assez sombre, mais j'attends de voir en jeu, à mon avis, il doit être assez cruel, toujours. Allez, je continue et termine cette première partie avec une nouveauté sortie chez les 12 singes, à savoir Les Oubliés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Question pitch, question univers. Eh bien, on va parler du petit peuple qui vivait en Edenia, leur monde d'origine. Le petit peuple représente le songe, tandis que leurs ennemis correspondent eux au cauchemar, mais on y viendra un peu plus tard. Une catastrophe, le néant s'étant infiltré dans leur monde, les a forcés à fuir dans un monde putride, dégueulasse, dangereux, hostile et sombre. Le nôtre, là où vivent les êtres humains qu'ils appellent géants. Si le peuple a aujourd'hui oublié,
leur mission d'origine, à savoir retourner en Edenia. Une infime partie du petit peuple continue toujours cette mission, les oublier. Nom et appellation ô combien ironiques. Alors, question matos, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et bien déjà, il va y avoir ce petit livre de base, qui va contenir tout ce qu'il faut pour jouer en termes de règles et d'univers. L'écran, qui en plus du paravent va contenir 2 scénarios. L'encyclopédie du petit peuple, qui va détailler les races, les tribus, les coutumes, et aussi ceux qui sont affiliés au cauchemar. On va aussi avoir les carnets fragmentés, qui sont au nombre de 5, qui sont des aides de jeu qui vont détailler l'histoire du petit peuple, du vocabulaire, les oubliés qui ont rejoint les forces du cauchemar, ou encore des lieux à visiter pendant vos parties. Et enfin, il y a le plus gros bouquin de la gamme, à savoir l'Atlas de la Terra qui est notre monde, qui va détailler une ville dans laquelle se situe le petit peuple, Saint-Jean-de-Castel, en 1572, qui est une ville fictive, et qui sera l'intégralité du terrain de jeu, ou presque, des oubliés. Point règle, comment ça se passe? Ça va être relativement simple et assez proche du jeu Trinité du même éditeur. Tu as 27 compétences qui sont divisées en 9 groupes. Tu vas avoir une affinité envers le songe, donc le côté un peu lumineux du jeu, et le cauchemar, le côté un peu warhammerien des oubliés. Les tests sont très simples, tu vas lancer 2 dés à 12 faces, un dé d'une couleur correspondant au songe, un dé correspondant au cauchemar, et tu vas additionner un de ces 2 dés à ta compétence. Il faut faire 12 ou plus pour réussir. Si tu gardes un dé qui ne correspond pas à ton affinité, tu vas contracter une dette que tu devras rembourser en points d'expérience à cette affinité-là. Et trop basculer du côté du cauchemar va forcément à un moment te faire basculer du côté obscur de la force. Je vais faire vite sur les malus et bonus qu'il y a sur ce jeu. On va commencer d'abord par la tronche du bouquin, qui est absolument saisissante. J'adore les illustrations crayonnées, j'adore la maquette, j'adore les objets que représente cette gamme. C'est vraiment bien fignolé, bien illustré, bien édité aussi. T'as vraiment une ambiance désespérante qui se dégage des illustrations et de l'aspect général du livre. On sent que c'est la merde et que ça ne finira pas vite. Ensuite, il y a l'aspect très intéressant que représente l'écart entre le petit peuple, qui doit faire à peu près cette taille-là, et les géants que sont les êtres humains. Sur les rapports déjà entre petit peuple et humain, sur la façon de se déplacer dans une ville, dont chaque quartier représente peut-être 1 ou 2 nations entières aux yeux du petit peuple, jouer sur les écarts de taille et sur le gigantisme peut être un ressort scénaristique très intéressant. Côté minus, j'ai pas vu grand chose pour l'instant, il y a le texte qui semble parfois un peu difficile à lire, parce que souvent on peut le trouver en italique, ou écrit de petite taille. Faut une bonne luminosité pour assimiler tout ça. Ouais, je me sens un peu pêle-mêle. Allez, pêle-mêle, qu'est-ce qui est sorti récemment? Eh bien, tout d'abord, il y a Eldercraft qui a réussi à pondre Orest, un JDR de Space Opera qui vient d'arriver en boutique il y a quelques semaines. Il y a aussi 500 nuances de geek qui a livré la laverie aux souscriptions et aussi aux boutiques, puisque le jeu est distribué depuis quelques temps également. Edge n'est pas en reste avec la fin du monde, opus 3, l'invasion extraterrestre, qui va te permettre de jouer toi pendant une invasion extraterrestre déployée sur 5 scénarios. Du matos qui est sorti pour anneau unique, à savoir le supplément sur le Rohan, et les cartes et périls qui permettront d'agrémenter des parties de SDA. La loutre release a ressorti Ithos et Black Sad, qu'on ne voyait plus depuis un petit moment, mais également 2 nouveautés, à savoir Dream Raiders et Chasseurs de légendes. Et je finirai par le retour de défis fantastiques, ainsi que d'un supplément appelé Maudit Trésor, une campagne qui te permettra de jouer dans ce jeu-là. Concernant les sorties en pêle-mêle, nous avons Casus Belli numéro 30 qui est sorti, mais également Pathfinder, le Régent de Jade, et également les écrans de jeu pour le Donjon du Mage Dément, ainsi que Waterdeep en version française. Concernant Starfinder, c'est le tome 3 de la campagne du Soleil Mort avec les Mondes Brisés qui est sorti, et on finira avec l'écran de The Witcher, ainsi que Fragile Empire de AK Games, livraison en boutique et souscription. C'est bon. Prêt ? Cacahuète. Allez, on démarre cette deuxième partie avec la prochaine grosse sortie de chez Edge Entertainment, l'Appel de Cthulhu version 7, initialement en VO par Chaosium. Tu vas pas parler de Sans Détour, hein ? Moi ? Ouais. Enfin, je suis là pour vérifier. Regarde, j'ai 3 notes là dessus. Cthulhu V7 by Edge. Je le fais même dans la langue de Stallone. C'est bon. Allez, je te laisse.
Donc, comme l'indique le Politburo qui vient de passer à ma gauche, on va passer sur le très long épisode sans détour, pour se focaliser sur ce que va sortir Edge en VF pour ce jeu. Parce que du coup, mine de rien, pendant le mois d'août, il se passe quelques petites choses, et Edge s'est mis à faire quelques articles de présentation de sa gamme, et a même diffusé un article la semaine dernière. D'abord, il y aura une boîte de base, qui va permettre d'initier des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses au jeu iconique qu'est l'Appel de Cthulhu. Il va avoir ensuite un recueil de scénarios, puis un écran, et le célèbre duo qu'est le manuel de l'investigateur et le manuel du gardien. Si tu trouves qu'un écran qui sort avant un bouquin de base, c'est chelou, rassure-toi, c'est compatible avec ce que faisait Sans Détour sur la V7 du jeu, et ça se combotera pas trop mal avec la boîte de base, a priori. Ouais, boîte de base. Edge parle bien de boîte de base. Car en plus de contenir une histoire dont vous êtes le héros, plutôt axé horrifique donc, qui va te permettre d'apprendre ce qu'est le jeu de rôle tout seul avant de le faire avec tes amis, eh bien il y a une importance en plus dans le choix des mots. Alors je ne sais pas si c'est exactement la même chose en VO. À mes yeux, ça montre la réelle volonté de l'éditeur d'aligner des sorties JDR un peu comme le font les éditeurs de jeux de société. Ce qui est, pour moi, vous le savez peut-être en ayant regardé nos précédentes vidéos, un bon signe. Côté look et tronche du jeu, on est sur ce que Edge avait fait en version espagnole. Et honnêtement, au vu des visuels, c'est une putain de bonne nouvelle. Je finirai sur la question que représentent les délais de parution. Edge évoque un délai de quelques semaines pour la sortie de la boîte de base. Je suppose qu'il y aura quelques semaines d'écart entre chaque parution aussi. Du coup, on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, on sait déjà que la qualité sera au rendez-vous. Et je reprends la main avec ce qu'a dit Mehdi, et en parlant de boîtes d'initiation. Ici, je vais vous en parler de 2 qui vont sortir, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le jeu de rôle. Simplement, j'aimerais peut-être que ces boîtes d'initiation ne deviennent pas que des boîtes d'initiation, et puissent accompagner le joueur durant toute l'expérience de jeu, même pour les joueurs les plus expérimentés. Je commence avec la boîte d'initiation de Shaan, Renaissance, qui est parti en production, ça y est, il est parti en Chine. Les précommandes ont été clôturées chez Abyss. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va voir? Un livret, un écran, des aides de jeu multiples, des cartes, etc., des images, et aussi un set 2D. Et j'enchaîne également avec un jeu qui m'a totalement surpris, je ne m'attendais pas du tout à avoir une boîte d'initiation là-dessus, c'est Tiny. Tiny, pour moi, c'était ce petit jeu de rôle qu'on achetait, qu'on mettait dans notre bibliothèque, on était fiers de l'avoir, on avait fait quelques parties dessus, on l'avait lu avec délectation, mais je m'attendais pas à avoir une boîte d'initiation là-dessus. Ils m'ont agréablement surpris sur cette occasion-là. JDR Édition, je pense, a fait le bon choix pour le jeu de Frédéric Dorme, et on va voir ce qu'il y a dedans. Un livret, scénario, des fiches de personnages, mais également énormément d'aides de jeu. Le tout va être disponible en octobre 2019. Allez, je reprends la main sur les jeux à venir, et je vais évoquer un financement participatif actuellement en cours sur Game on Tabletop, 2103, La fin d'un monde, édité par Posidonia Édition. Alors le pitch, c'est assez simple, c'est un monde futuriste, dans une situation environnementale critique, spoiler alerte, où les PJ vont jouer des sortes d'agents de sécurité. Alors pas des vigiles du supermarché, hein, mais des sortes de membres de milices privées, simplement. C'est un système à pourcentage, a priori, au niveau des règles. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme information, malheureusement. Et c'est bien dommage, parce que le thème est plutôt accrocheur, et plutôt riche en termes de sources d'inspiration. Et du coup, ça me fait me poser quelques interrogations sur Posidonia. Tout d'abord, il y a le fait que ça soit le 4e financement lancé par Posidonia. Il y a eu Chosen Ones, Gobelins qui s'en dédient, Les Apprentis Sorciers et maintenant 2103. Il y a aussi les Terres de Matnac qui vont être financées prochainement, a priori. Terres de Matnac qu'on avait interviewé au Fige l'année dernière. 4 financements et toujours aucun jeu sorti, je trouve que c'est pas forcément le plus rassurant quand on veut savoir si on est chaud pour se lancer dessus ou pas. Personnellement, quand un éditeur a déjà fait plusieurs financements ou plusieurs sorties, j'aime bien savoir ce qu'il a fait auparavant, histoire de voir ce que ça donne en termes de qualité, en termes de relief, en termes de maquette, d'illustration, de direction artistique globale, etc., etc. Autre point, ils font des financements sur 90 jours. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais il y a aussi des Let Pledge. Le Let Pledge, si tu ne sais pas ce que c'est un 2e financement pour les retardataires qui permet d'acheter d'autres packs de financement participatif à des prix légèrement moins intéressants ou pas, ça dépend encore de l'éditeur. Travaillant personnellement en boutique, ça coince un petit peu sur un point. Une boutique qui participe à un financement vend souvent ses packs entre la fin du financement et la sortie en boutique. Un Let Pledge qui dure en plus, beaucoup plus que 90 jours, je n'ai pas la durée exacte en tête, ça peut refroidir certaines boutiques sur la question de est-ce que je me lance dessus ou pas. Sans compter que, puisque l'éditeur n'a encore
rien sorti. On n'a pas d'idée de délai de sortie, de distribution en boutique ou pas. Bref, c'est un poil compliqué et j'espère que Posidonia arrivera à clarifier la situation afin que tout roule correctement pour eux, parce qu'après tout, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et je vais continuer sur ce qui va sortir chez Black Book Edition, la traduction du guide des aventuriers de la Côte des Épées. Alors ce nom ne devrait pas être totalement inconnu de la part de ceux qui ont joué par exemple à des jeux tels que Baldur's Gate. Et ça sera sans aucun doute avec plaisir que vous allez replonger dans le continent de Faerûn. Au programme, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement une adaptation finalement de l'univers assez global de Donjons et Dragons 5, version Faerûn. C'est-à-dire qu'on va voir les classes adaptées à cet univers-là, les différents archétypes qui vont être retravaillés, les historiques. Un ouvrage qui me semble utile pour les gens qui aiment bien jouer dans cet univers et qui pourra être également utile pour ceux qui ne jouent pas, simplement qui auront le plaisir de lire un peu l'histoire du continent de Faerûn. Pelle. Mel. Pêle-mêle. Agathe, pour les jeux à venir, va nous sortir une version compressée pour la version anglaise de son dragon avec les 2 premiers tomes, nommé Fate Forged. Il y a également le projet Location qui va proposer des maps et des cartes qui vont s'adapter à plusieurs univers de jeu. Et on terminera avec The Tomb of Beast de Héros et Dragons chez Black Book Edition. Alors, qu'est-ce qui est pêle-mêle et prochainement sorti? Tout d'abord, il y a Aka Games avec Symbaroum qui devrait arriver au début de l'automne. La production est bientôt en cours et devrait arriver dans les boutiques souscriptrices et chez les souscripteurs sous peu. Coriolis suivra 2 ou 3 mois plus tard avec à peu près le même modus operandi. Il y a aussi JDR Edition qui a financé avec succès son prochain jeu, à savoir Le Club. 117 souscriptions pour 8700 €. Bravo à eux pour ce petit projet. Et enfin, Edge n'est toujours pas en reste. Va bientôt s'ajouter l'extension Black Atlantic pour Degenesis. Un contenu ô combien attendu. C'est désormais la fin de cette brève du mois de septembre 2019, en espérant qu'elle vous aura plu. On est plus en forme que jamais et on a grave la patate. On est réellement d'attaque là. Alors, on va avoir quelques petits changements à la rentrée et pendant l'automne en fait, parce qu'en plus du programme habituel, donc brève de jeu, la brève jeu de rôle, Du quid, etc., on va commencer à faire des reviews. On a reçu quelques petites choses qui vont être plutôt sympas à analyser, vous verrez. Ouais. On va commencer normalement ce mois-ci et puis on va essayer de faire ça à raison d'une fois par mois à peu près. Histoire de vous tenir au jour et assez précisément sur des jeux. Exactement. Alors comme d'hab, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Sache que tu peux nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, Ouais. aussi sur YouTube. On te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle Ou tu même nous repas. écoutes. À la prochaine. Allez, ciao. Parce que Mehdi, tu sais ce que c'est le roi des rats. C'est un gros scaven. Quand il fait très froid, il est possible que certains rats se regroupent et leurs queues se nouent entre eux, ce qui crée une sorte de masse de rats. On appelle ça un roi des rats.